Ok, alors bienvenue au webinaire d'Action Diabète Canada. Aujourd'hui, les présentations seront en français. So welcome to Diabetes Action Canada webinar. Today, the presentations will be in French. You will find the simultaneous translation call-in information in the chat below. Alors, le thème de la session d'aujourd'hui porte sur le transfert des connaissances. Aujourd'hui, nous allons entendre un témoignage percutant suivi de 3 présentations de 10 minutes chaque et 5 minutes pour la période de questions. Donc, s'il vous plaît, utilisez le question-réponse pour poser vos questions plutôt que la boîte de dialogue. Moi, c'est Olivia Drecher. Je suis coordonnatrice pour l'engagement des patients d'Action Diabète Canada. Alors, pour commencer, voici le témoignage de Lani Deslauriers, patiente partenaire d'Action Diabète Canada. Elle est résidente de Sainte-Croix-de-Lotbinière à Québec et éducatrice pour les enfants depuis 27 ans. Ce que vous allez voir est une vidéo enregistrée la semaine dernière, car Lani travaille aujourd'hui. Alors, c'est parti pour Lani. Oui. J'ai été diagnostiquée diabétique de type 1 à l'âge de 11 ans. Ça fait maintenant 37 ans que je vis avec cette maladie. J'ai dû apprendre très jeune à être autonome face à mon diabète, à avoir une vie réglée au quart de tour, me lever à heure fixe, même la fin de semaine, manger à heure fixe, vérifier ma glycémie 4-5 fois par jour et plus, prendre des collations et j'en passe. Je n'osais pas sortir, aller trop loin de la maison car j'avais peur de faire des hypos ou qu'il m'arrive quelque chose. Disons qu'il y a 37 ans, il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui et toutes les nouvelles connaissances sur cette maladie. Je me donnais une grosse dose d'insuline le matin et une grosse dose d'insuline le soir, Toronto NPH. Il était défendu de manger du sucre. On ne connaissait pas encore le calcul des glucides. Je devais faire des tests d'urine pour mes glycémies et aussi des tests de sang, mais la machine était énorme. Alors, je ne pouvais pas la transporter à l'école. Je devais me donner mes doses d'insuline par injection avec un stylo injecteur. La pompe à insuline, on était encore bien loin. À 15 ans, j'ai fait un coma diabétique, hypoglycémie. Les médecins ont eu peur de me perdre. Ma glycémie était à 0,6. Je suis restée 4 ou 5 heures dans le coma. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital pour voir si je n'avais pas de conséquences neurologiques. Ceci devenait lourd pour moi de gérer ma vie au trait carré. J'avais laissé de côté de faire mes glycémies. Je me donnais des quantités d'insuline à peu près. J'enviais ceux de mon âge, de les voir faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient, ce qu'ils voulaient, sans les voir vivre avec aucune restriction. Pour moi, c'était toute une frustration, fait que je me suis donc isolée pendant mon adolescence. Arrive l'âge adulte. Après des études en garderie qui se sont bien passées, commence le marché du travail. Mon premier employeur avait des préjugés sur le diabète. Il disait que c'est dangereux, tu te piques, tu peux contaminer les enfants, va faire tes glycémies puis tes injections à la toilette. Plein d'affaires comme ça. J'ai subi du harcèlement et été mise à la porte. J'ai trouvé un autre CPE où je serais acceptée. Ce ne fut pas facile. Il fallait que je prouve par biais médical que j'étais apte au travail. C'est humiliant. J'ai trouvé et je suis éducatrice depuis 27 ans à une place. Le personnel et les enfants savent le pourquoi que je dois boire du jus des fois. J'ai dû faire l'enseignement du diabète au personnel et le protocole que faire si je suis en hypo. À la mi-vingtaine, j'ai eu mon premier enfant de 3. Voir tout un suivi médical. Je ne m'attendais pas à ça. Les 3 premiers mois, presque toujours en hypo. Et les 3 derniers, je prenais une dose de cheval d'insuline. Les rendez-vous et les médicales, ils n'en finissaient plus. Mais c'était un privilège d'être diabétique parce que je pouvais voir mon bébé en écho quasiment toutes les fois. Il faut bien un côté positif des fois. Le bébé naît, il est en hypoglycémie, donc il reçoit un soluté de sucre. J'en pleure ma vie.
Deuxième grossesse plus facile, on vient de commencer l'apprentissage des glucides. J'ai commencé une nouvelle insuline, l'Humalog, que j'utilise toujours. Ceci m'aide à mieux gérer mes glycémies et ma grossesse. Troisième grossesse, la grossesse va bien, mais le bébé a un problème cardiaque. Une TGV, une transposition des gros vaisseaux. Il devra avoir une chirurgie à sa naissance. Mon monde, il s'effondre, c'est certain. Est-ce que c'est à cause de mon diabète, à cause de moi? Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? On ne sait pas. Personne ne peut répondre à cette question, mais on sait que les chances d'avoir un enfant avec un problème cardiaque sont plus élevées. La pompe à insuline a fait son entrée depuis peu et je me décide à l'utiliser. Quel changement radical pour la prise en charge de mon diabète. Cet outil est une merveille, beaucoup moins d'hypo et d'hyper, tellement plus de liberté. Je ne retournerai pas au stylo, pas du tout. Il y a eu des hauts et des bas au fil de ces 37 années. Des jours où j'avais le goût de tout laisser tomber, ne pas réussir une journée à régler mes glycémies et ne pas savoir le pourquoi, me tromper dans ma sorte d'insuline puis passer une nuit à l'hôpital, car je suis en hypo toute la nuit, devoir retarder une activité familiale car je suis en hypo, toujours avoir à ma possession jus, glucose, test de glycémie, équipement d'urgence pour la pompe, ça remplit un sac à main. J'ai une vraie sacoche de femme. Au fil de toutes ces années, mon système immunitaire a continué à s'emballer. À la mi-trentaine, on pense que je fais une dépression, mais non, c'est ma glande thyroïde, une thyroïdite d'Hashimoto. Début de la quarantaine, douleur articulaire intense. Après plusieurs tests, on découvre que ce n'est pas juste de l'arthrose, mais que je fais une collagénose, une sorte d'arthrite auto-immune. On introduit donc de nouveaux médicaments pour contrôler ma maladie, des injections pour le système immunitaire. Et je dois ajuster mes doses d'insuline. Depuis l'arrivée de la pompe, pour moi, le contrôle est plus facile. Ceci n'enlève à rien à toutes les mesures qu'il faut prendre pour bien gérer mon diabète. Mais le stress de ne pas me réveiller la nuit à cause d'une hypo n'y est plus. De pouvoir suivre mon taux de sucre en temps réel me permet d'intervenir plus rapidement. Ceci me permet une plus grande liberté de vie. Et un meilleur contrôle. J'ai pu, pour la première fois l'été passé, participer à une course à vélo de 45 km. Ceci m'a demandé 3 mois de planification, d'ajustement et d'entraînement. J'ai la preuve que le diabète ne m'empêchera pas de bouger et de réaliser mes rêves. Mais on a besoin de support et d'une équipe médicale pour nous aider à y arriver. Merci. Lani Deslauriers, patient partenaire. Alors, merci Lani pour ce témoignage. La prochaine présentation de Karine Plourde. Elle est professionnelle de recherche dans l'équipe de la chaire de recherche du Canada sur la décision partagée et l'application des connaissances de Dr France Légaré. Elle travaille à Québec au centre Vitam. Elle est responsable du programme de recherche Legacy qui porte sur la mise à l'échelle de la décision partagée en soins à domicile. Karine Plourde. Oui, bonjour. Donc, vous avez manqué le début. Donc, je viens parler aujourd'hui de faire un bref survol du programme de recherche Legacy, qui est financé par l'Institut de recherche en santé du Canada. Donc, c'est Dr France Légaré qui a obtenu le financement pour ce projet, qui est l'investigatrice principale. En anglais, le titre du programme de recherche, c'est Scaling Up Shared Decision Making for Patient-Centered Care, ou en français, c'est la décision partagée, la mise à l'échelle de la décision partagée dans le soin centré aux patients. Donc, le docteur Légaré a plusieurs projets de recherche qui ont tous comme thème principal le transfert de connaissances et la décision partagée. Donc, au cours des années, elle a effectué plusieurs recherches qui avaient pour but, comme objectif principal, d'aider à créer des outils et des compétences pour soutenir les professionnels de la santé ainsi que les patients à pouvoir être plus en mesure de pratiquer et de
participer au processus de décision partagée tout au long de leur continuum de soins. Donc, pour ce faire, il y a eu plusieurs travaux, puis plusieurs interventions, plusieurs innovations qui ont été créées. Puis, ce qui l'a amené à dire, mais maintenant, on serait comme prêt à passer à autre chose. Donc, il y a eu en plus un sondage qui a été fait en 2017 qui a rapporté que près de la moitié, un peu moins que la moitié des Canadiens disaient avoir été impliqués dans les décisions concernant leur santé. Puis, plus particulièrement, les aînés en soins à domicile étaient le groupe de la population qui était le moins engagé dans les soins concernant leur propre eux-mêmes. Donc, l'objectif du programme de recherche était de développer une nouvelle approche afin de mettre à l'échelle la décision partagée dans les contextes des soins à domicile au Canada, avec la vision qu'à la fin du projet, du programme de recherche, que beaucoup plus d'aînés canadiens et de leurs proches aidants qui recevaient des soins à domicile allaient bénéficier de la prise de décision partagée pour les aider à les supporter dans les prises de décision ainsi qu'à les engager dans les décisions concernant leur santé. Donc, elle a pris le savoir qu'elle avait développé au cours de sa carrière sur la décision partagée afin de l'appliquer en soins à domicile en ajoutant un nouvel champ de connaissances qui concerne la mise à l'échelle. Tout cela pour, comme le montre si bien l'image, amener un support à la population qui est souvent la plus vulnérable au Canada, qui sont les aînés en soins à domicile. Puis comme le diabète est souvent une maladie qui crée beaucoup de comorbidités et de complications en soins de santé. Donc, il y a un grand pan de la population canadienne qui reçoit des soins à domicile qui souffre de diabète. Donc, tout ça, la décision partagée, c'est un processus de décision, un processus décisionnel afin de faire échanger le patient et son équipe de soins afin de déterminer quelles sont, face à une décision, c'est quoi les meilleures options qui répondent à ses valeurs et à ses atteintes afin qu'il y ait moins de regrets, moins de conflits. Puis tout ça pour que le processus de soins, la décision qui est prise, soit vraiment plus en harmonie avec ses besoins. Donc, maintenant, le programme de recherche qui a été fait, pourquoi on a rajouté l'aspect de mise à l'échelle? Parce qu'au cours des années, France, le Dr Légaré a démontré qu'elle a été capable de développer plusieurs innovations, interventions incluant le patient. Donc, elle est spécialisée dans la recherche axée sur le patient, donc qui inclut toujours le patient dans les programmes de recherche, dans les différents projets. Donc, on a démontré que les innovations qu'elle a développées à propos de la décision partagée étaient efficaces. Maintenant, on veut en faire bénéficier un plus grand nombre et de manière beaucoup plus ciblée et spécifique. Donc, c'est le fait de faire bénéficier au plus grand nombre une innovation, de me démontrer avoir un succès, qui est la mise à l'échelle. Puis pourquoi ça semble un peu nouveau, c'est que le patron le cycle de la connaissance à l'application qu'a développé le docteur Graham, c'est une belle roue du transfert de connaissances. Donc, comme on voit en bleu, il y a le développement de la connaissance, l'innovation, l'intervention, la nouvelle pratique de soins. Puis après, en gris, c'est comment est-ce qu'on transfère les connaissances. Mais la mise à l'échelle, lorsqu'il a développé son modèle en 2006, n'était pas encore vraiment un concept existant. Donc, il y a un grand pan de savoir qui nous reste à développer. Donc, le programme de recherche est un programme sur 7 ans. Toutes les activités qui sont intégrées dans le programme Legacy sont des projets de recherche axés sur le patient. Donc, il y a toujours des patients qui sont intégrés dans les comités exécutifs. On va aller les sonder à savoir c'est quoi leur opinion, c'est quoi leur valeur, qu'est-ce qui répond le mieux à leurs besoins. Donc, le Dr Légaré, l'initiative de l'activité 1, l'objectif, c'était de demander c'est quoi les besoins actuels des Canadiens en soins à domicile. Parce que oui, ça fait 10 ans que je travaille en décision partagée, en soins à domicile, mais est-ce que les travaux que j'ai menés au cours des 10 dernières années sont encore ce qui est le besoin le plus criant au Canada? Donc, la première année où les différents projets d'activité 1 étaient d'identifier les décisions prioritaires. Ensuite, la deuxième partie, on passe à l'activité 2 qui était le développement des connaissances de qu'est-ce qu'on sait sur la mise à l'échelle, comment est-ce qu'on établit, et c'est quoi les politiques ou les éléments actuellement dans le système des soins à domicile qui pourraient être favorables, qu'il faudrait améliorer afin d'avoir un meilleur processus de mise à l'échelle de cette intervention qu'on va avoir identifiée dans l'activité 1.
On prépare le terrain, savoir si le milieu est prêt, est-ce qu'ils acceptent notre possibilité d'intervention qu'on veut leur proposer. Puis ensuite, la quatrième activité, c'est de mettre en place le processus d'intervention à travers le Canada et d'évaluer son impact dans le milieu. En parallèle, du côté gauche, on voit qu'il y a l'activité 5. Dans le fond, c'est un transfert de connaissances. Donc, toutes les connaissances, le savoir qu'on va avoir développé, la manière de travailler avec les patients, une nouvelle approche de travail avec le patient, toutes les nouveautés qu'on va développer, les outils qu'on va développer, on veut qu'ils s'en servent au plus grand nombre. Donc, on est en train de développer un centre d'excellence où il va y avoir échange d'informations entre les patients, les cliniciens, les utilisateurs des connaissances en général. L'équipe de Legacy, ce n'est pas que le Dr Légaré. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu à former, on a participé à la formation de 2 étudiants à la maîtrise. Il y a un étudiant au doctorat qui commence cette année. On a participé 5 étudiants en postdoc, dont Amélie Gogovard qui présente après moi. Ce sont des étudiants qui sont associés au programme Legacy. Elle est associée aussi avec 35 autres experts de programme qui vont et viennent selon les projets, selon leur spécialité, et dans l'optique de répondre aux besoins du milieu. Donc, nous avons demandé à inclure la participation de 49, on dit utilisateurs de connaissances, donc c'est des intervenants dans le milieu des soins et des représentants patients. Au cours de la dernière année, nous avons réalisé différents projets qui étaient en étroite collaboration avec l'Unité de soutien du Québec, l'Organisation de santé Sainte-Élisabeth Health, qui est principalement en Ontario, mais qui a aussi des services un peu partout au Canada. Et nous avons effectué une activité en collaboration avec McMaster Health Forum. Puis nous avons des collaborateurs aussi de programmes à l'international et les logos des différents participants au programme de recherche. Donc, les résultats de la première année, puisque je dis qu'on finissait probablement la première année de tout l'ensemble des activités de l'année 1. Donc, on voulait savoir c'était quoi les besoins canadiens. Donc, tout tournait autour de la question, quelle est la décision difficile que vous avez eu le plus à faire, à prendre pendant ce que vous receviez des soins à domicile. Donc, on a procédé par différentes méthodes. Entre autres, on a fait des entrevues semi-structurées avec des patients et des proches aidants, puis on est allé faire une enquête en ligne auprès de patients et de proches aidants à travers le Canada. Donc, on a une bonne représentation des patients qui reçoivent spécifiquement des soins à domicile ou des proches aidants d'aînés qui reçoivent des soins à domicile à travers les 10 provinces canadiennes. On a également fait un sondage d'intervenants, donc différents professionnels de la santé qui travaillaient pour l'organisation de Sainte-Élisabeth Health un peu partout au Canada pour avoir leur opinion. Selon eux, c'est quoi le portrait global? Donc, oui, on a eu l'opinion des proches aidants et des aînés qui recevaient les soins. On veut savoir le portrait selon ceux qui travaillent avec les patients ou les clients. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'il y a une décision qui est difficile? Puis, on a aussi été sondé à un niveau supérieur, ce qui est moins fréquent. Donc, on a demandé l'opinion des décideurs politiques, ceux qui travaillent dans les ministères ou les organisations qui fournissent les soins et les services de soins communautaires. Donc, tous ces projets, il y avait toujours des patients partenaires et on a vraiment sondé aussi l'opinion des patients. Les 3 décisions qu'on a eues, c'est vraiment, on voit ici l'effet d'une particularité des soins à domicile qui est un continuum de soins. Donc, les 3 décisions qui ont été considérées les plus difficiles au fil de nos enquêtes sont tous légèrement interreliées et selon la personne, ça devient un élément qui est plus difficile à prendre. Donc, la première décision prioritaire, mais les 3 étaient vraiment pratiquement égales, était quelles sont mes options afin de rester en sécurité à la maison. Donc, est-ce que la personne se demande est-ce que je suis encore en sécurité à la maison? Si ensuite, ce qui vient souvent à la réponse, non, je ne suis plus en sécurité, c'est dois-je rester chez moi ou déménager? Est-ce que je dois aller dans un autre lieu afin d'être en sécurité? Puis souvent, ce qui était la prémisse de la première question, c'est que les personnes âgées en soins à domicile, malheureusement, à cause des comorbidités ou souvent des interactions médicamenteuses, il y a souvent des chutes et souvent ils ont des faiblesses, des baisses de pression, une hypoglycémie qui entraîne une chute, une mauvaise prise de médicaments. Donc, quelle est la meilleure option pour moi pour prévenir les chutes? Lorsqu'on n'a pas réussi à la combler, amène souvent, est-ce que suis-je encore en sécurité à la maison? Donc, on voit ici le continuum des questionnements des personnes et l'environnement complexe qu'une journée, vous posez une question, mais le lendemain, ça se peut que ce soit une question tout à fait différente qui est comme la suivante.
Une autre partie de l'activité 1 qui est en cours, c'est, oui, c'est beau, on a identifié maintenant un point de décision prioritaire, mais comment est-ce qu'on y répond? Donc, on est en train de faire une revue de littérature afin d'identifier les interventions existantes ou spécifiques aux soins à domicile. Il va falloir après, avec plusieurs partenaires, identifier comment l'adapter, la rendre spécifique aux besoins des soins à domicile canadiens. Le deuxième aspect, maintenant, on a parlé des besoins des utilisateurs canadiens, mais on doit développer aussi la science de la mise à l'échelle. Donc, l'équipe de France Légaré publie quand même intensément depuis 2007 sur différents aspects de la mise à l'échelle. Donc, on est en cours aussi de développer un réseau, donc vraiment un réseau international afin d'échanger nos savoirs, comment est-ce qu'on pratique la mise à l'échelle à travers le monde et on fait différentes activités de diffusion. Puis, ce qu'on va avoir à développer dans la prochaine année, c'est comment répondre de manière spécifique au développement du processus de mise à l'échelle dans les soins à domicile. Donc, on va essayer de déterminer c'est quoi les comportements qu'on pourrait changer qui sont favorables aux soins à domicile, puis comment les rendre spécifiques. Oui, on sait le savoir en Australie, mais comment est-ce qu'on fait en soins à domicile au Canada? Est-ce qu'il y a des politiques et des interventions qui existent déjà qui pourraient être mis en place afin de favoriser les soins de domicile? Et comme le professeur Légaré aime bien toujours dire, le programme Legacy, c'est un programme sur 7 ans, donc c'est une longue durée. Puis pour construire une cathédrale, il faut que ce soit un bon processus collaboratif. Donc, les chercheurs ne peuvent pas mener leur projet de recherche seuls de leur côté. On avait vraiment besoin de la participation des patients afin de répondre à leurs besoins. Sinon, on se retrouve à faire un projet qui n'aura aucune utilité. Donc, sans l'intrant des patients, c'est faire de la recherche inutilement. Donc, c'est un peu aussi le savoir amène un développement d'une intervention et une application des connaissances, mais sans les patients dans cette pyramide de transfert et de rotation, il n'y a rien qui puisse se passer. Donc voilà, j'ai fait un gros tour de qu'est-ce que le programme Legacy. Merci. Alors, merci Karine pour ce survol du programme Legacy. Je rappelle à tout le monde que si vous avez des questions pour les présentateurs, vous pouvez les écrire en bas de l'écran dans le QR. Donc, maintenant, nous allons entendre Amédée Gogovar. Il est boursier des IRSC et stagiaire postdoctoral à la chaire de recherche du Canada sur la décision partagée et à la composante application des connaissances de l'unité de soutien SRAP. Il est également co-dirigeant du chapitre de l'Université Laval de l'Institut de la santé des femmes et des hommes pour l'intégration des notions de sexe et genre dans la recherche en santé. Alors, Amédée Gogovar, je te laisse mettre ta caméra. Super. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Olivia. Bonjour à toutes et à tous et merci au réseau Action Diabète Canada de l'opportunité qu'ils m'ont offerte de présenter notre projet en cours sur le développement des lignes directrices pour apporter les études évaluant l'impact des stratégies de mise à l'échelle nommées SUCCEED. Je suis Amédée Gogovar et je fais la présentation donc, pour le compte du groupe SUCCEED. En général, lorsque les interventions en santé ont été étudiées et prouvées efficaces, je donne l'exemple aussi des différents outils d'intervention qui ont été donc développés par les différentes parties prenantes du réseau Action Diabète Canada. Et toutes ces interventions qui ont été prouvées efficaces ont besoin d'être diffusées au plus grand nombre, d'être mises à l'échelle pour bénéficier donc au plus grand nombre. Un deuxième, voilà, donc je vais retrouver la suite.
Donc, c'est pour diffuser ces interventions qui ont été prouvées efficaces. Les présentations comme celle-ci sont une manière de faire cette diffusion. Une autre manière de diffuser les résultats à travers les rapports de recherche et surtout les articles scientifiques, donc les publications scientifiques. Donc, lorsqu'on parle de publications scientifiques, il est important que les différentes étapes des interventions, les résultats, toutes les étapes soient adéquatement rapportées pour que, évidemment, ces résultats puissent être répliqués ou utilisés par les parties prenantes et les décideurs. Dans le domaine dans le cadre de la mise à l'échelle, notre équipe, après avoir réévalué et à travers une revue systématique, les stratégies efficaces, donc en mise à l'échelle, notre équipe a mis en lumière plusieurs lacunes dans la façon dont ces études sont rapportées dans les articles, dans les journaux. De plus, aucune norme n'existe, donc ligne directrice pour rapporter les études de mise à l'échelle. Selon le réseau Équateur, donc c'est un réseau international qui collige et assure la dissémination de la quasi-totalité des lignes directrices pour aider les auteurs à bien rapporter leurs études. D'où donc notre équipe a décidé de développer ce projet de développement des lignes directrices spécifiquement pour améliorer la façon de rapporter les études, les interventions de mise à l'échelle. Le protocole de ce projet donc, a été publié au début de l'année. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous donner un peu plus de détails concernant ce projet. Donc, les objectifs principaux, c'est ça, c'est de développer les lignes directrices que nous appelons SOCSID pour les études de mise à l'échelle. Les objectifs spécifiques, nous tentons de mettre en place un comité exécutif donc, qui va veiller au bon déroulement du projet, d'identifier les éléments pertinents pour ces lignes directrices, de prioriser ces éléments, de faire le test pilote de nouvelles lignes directrices donc, que nous allons développer afin de les diffuser. Pour cela, plusieurs approches méthodologiques donc, sont utilisées. D'abord, le projet est guidé par les étapes recommandées pour le développement des lignes directrices pour apporter les études dans la recherche en santé. Donc, vous pouvez voir la référence en bas du diapo. Ensuite, il y a deux éléments aussi importants que nous avons pris en compte dans ce projet. Donc, les principes de la recherche axée sur le patient, que je vais revenir sur ça, et puis aussi la prise en considération des notions de sexe et de genre. Une autre approche méthodologique donc, que nous utilisons dans ce projet, c'est justement la revue systématique qui nous permet d'aller chercher les éléments importants, les éléments pertinents pour ces lignes directrices que nous développons. Ensuite, cette étape est suivie par un processus de consensus dont le but est de prioriser ces éléments. Et puis, nous ferons appel aussi aux méthodes quantitatives, transversales et qualitatives pour tester donc, ces nouvelles directrices avant de les diffuser. Donc, je reviens sur les deux aspects importants pour ce projet que je vais mettre en évidence. C'est l'engagement des patients partenaires. Donc, dans ce projet, l'engagement des patients partenaires se situe à deux niveaux. Donc, au niveau le plus élevé possible, si vous
Vous connaissez donc les différents niveaux d'engagement des patients dans la recherche de façon générale. Donc, le niveau de collaboration est le niveau le plus élevé. Et donc, nous avons 2 membres du comité exécutif qui sont des patients partenaires. Ensuite, il y a le niveau de consultation. Donc, d'autres patients partenaires vont être impliqués dans le processus donc, de consensus en ligne. Le deuxième élément que j'ai mentionné qui sont assez particuliers à ce projet, c'est justement la prise en compte des notions de sexe et genre à toutes les étapes du développement de ces lignes directrices. Donc, depuis l'identification des éléments pertinents, nous allons nous assurer de la représentation adéquate des sexes dans le groupe d'experts, les réunions de consensus et dans la présentation des résultats. Et enfin, dans les nouvelles lignes directrices, nous allons nous assurer qu'il y ait des instructions spécifiques liées à comment prendre en compte le sexe et le genre dans les différentes sections de ces lignes directrices. Donc, en guise de résultats, je vous donne en fait les différentes étapes qui ont été complétées et celles qui restent à faire. Donc, comme je disais, le comité exécutif, c'est un comité international qui est composé, qui représente toutes les expertises nécessaires au développement des lignes directrices, donc des expertises en revue systématique, en développement des lignes directrices. Il y a des patients partenaires, il y a des experts à la mise à l'échelle au niveau international d'Australie, et il y a aussi une experte en sexe et genre. Alors, quelles sont les prochaines étapes du développement? Présentement, donc, nous sommes à l'étape de la revue systématique donc, pour identifier les différents éléments pertinents à considérer dans ces lignes directrices. Ça va être suivi par le consensus en ligne qu'on appelle DELPHI, et puis une réunion finale qui va donc confirmer les différents éléments pertinents qui ont été retenus à l'issue du processus de DELPHI. Ensuite, nous allons faire la phase pilote de tester ces lignes directrices et enfin procéder à leur dissémination active, de manière active et passive. Alors, quelles sont les leçons apprises, surtout pour moi dans ce projet, en lien avec l'engagement des patients partenaires? Bien, il y a d'abord le bénéfice d'une implication précoce des patients partenaires dans le projet. Donc, comme on m'a confié donc, le leadership de projet, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai contacté donc l'unité de soutien, sa composante patients partenaires, donc qui ont facilité donc, le recrutement des patients partenaires qui ont commencé le projet avec nous dès l'installation du comité exécutif. Un autre élément ou leçon apprise à travailler avec les patients partenaires, c'est que nous sommes convenus à mettre en place des sessions de travail, de préparation des réunions du comité exécutif. Donc, c'est une approche qui s'est imposée. Ça se comprend aussi vu la particularité de ce projet, de sa démarche, que ce soit pour les patients partenaires ou même d'autres membres de l'équipe. Une autre leçon apprise, en tout cas qui a été enrichissante pour moi, c'est les sessions de formation conjointe. Donc, j'ai eu l'opportunité, c'est une opportunité qui est offerte par l'unité de soutien par sa composante patient partenaire. Donc, durant ces sessions, vous vous présentez en duo. Donc, le chercheur ou la personne qui porte le projet vient avec une ou des patients partenaires. Et donc, la session se fait en duo et c'est très enrichissant pour effectivement faire mûrir la collaboration des deux côtés.
Donc, voici brièvement ce que je peux partager sur ce projet. Je tiens à remercier donc tous nos partenaires et tous les membres de l'équipe du comité exécutif que j'ai présenté et bien sûr à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Merci. Alors, merci Amédée, c'était très intéressant. Donc, si on a des questions, vous pouvez les écrire dans le Q&R situé en bas de l'écran. Sinon, si on n'a pas de questions, merci beaucoup Amédée. On va procéder à la dernière présentation aujourd'hui de Lionel Adisso. Alors, il est biostatisticien et étudiant au doctorat en épidémiologie et récipiendaire de la bourse FRQS. Donc, tout comme Amédée Gogovar, il est responsable du chapitre de l'Université Laval pour l'Institut de la santé des femmes et des hommes. Alors, Lionel, je te laisse la parole. Je suis désolé. Merci, Karine. Merci Olivia, pour l'introduction. Et je disais que je remercie donc Action Diabète Canada pour l'opportunité qu'on nous donne d'échanger sur nos recherches. Moi, c'est Lionel Adisso. Bonjour à toutes et à tous. Je suis étudiant au doctorat en épidémiologie, comme annoncé, sous la supervision du docteur France Légaré. Et c'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui cette étude dont vous avez le titre qui est Ci contre, qui va évaluer l'intégration des notions de sexe et de genre dans les interventions incluant celles portant sur le diabète, visant à promouvoir l'adoption de la prise de décision partagée par les professionnels de la santé. C'est une arrêt secondaire du lobby systématique Cochrane. La méthode, est-ce que c'est moi qui passe la diapo ou... Ok, mais le plan de ma présentation sera un plan standard comme vous le voyez comme ça. Voilà, et bien, dans le déjà, il faut dire que, comme vous le savez, la prise de décision partagée est une approche par laquelle les patients collaborent avec les professionnels de la santé pour faire des choix de santé pour eux, d'accord, et qui sont basés, donc ces choix sont basés sur les meilleures preuves disponibles et qui épousent le plus possible les valeurs et les préférences de ces patients-là. C'est donc une approche qui est favorable aux patients, non seulement de par sa capacité son potentiel donc à réduire le stress, à réduire le conflit décisionnel, le level décisionnel et la culpabilité, mais aussi est utile aux professionnels de la santé de par son potentiel à faciliter leur pratique. Et dans le cas des suivis diabétiques, la prise de décision partagée, par exemple, peut aider à travers l'utilisation d'outils d'aide à la décision, à faire des choix judicieux en matière de médication, de gestion du diabète et d'adoption de saines habitudes de vie dans la durée et favoriser ainsi une bonne prise en charge du diabète. Mais malgré tout ce potentiel qu'on peut lui reconnaître, la prise de décision partagée n'est pas implantée de manière optimale dans les pratiques cliniques en général, y compris celles en lien avec le diabète. Diapo, s'il vous plaît. Et donc, une hypothèse qui a été émise ces dernières années par les chercheurs en application des connaissances est que les interventions d'implantation de bonnes pratiques telles que la prise de décision partagée pourraient gagner en efficacité si elles intégraient les notions de sexe et de genre, car la prise en compte de ces notions peut favoriser des interventions ciblées permettant d'accroître la faisabilité, l'acceptabilité, l'adoption et la durabilité de ces interventions d'implantation. Et tout ce que je vais citer ne sont que les issues d'implantation. Elle peut donc également permettre la validité interne et externe des études d'implantation, en plus de réduire les inégalités en matière de santé. Mais la première étape de cette intégration est une bonne compréhension et une utilisation appropriée, voire correcte, de ces notions. Et la problématique est la suivante, c'est qu'en fait, nous ignorons à quel point les interventions visant à promouvoir l'adoption de la prise de décision partagée utilisent ces concepts de façon convenable. Et c'est pour cela que notre objectif, s'il vous plaît, le titre de ce travail est d'évaluer
l'intégration des notions de sexe et de genre dans les interventions, incluant celles qui portent sur le dialogue, bien sûr, et qui visent à promouvoir l'adoption de la prise de décision partagée par les professionnels de la santé. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dans un premier, disons que de façon générale, nous avons effectué une analyse secondaire des études incluses dans la synthèse qualitative d'une revue Cochrane qui portait sur la promotion de l'adoption de la prise de décision partagée par les professionnels de la santé. Alors, la stratégie de recherche, les sources de données ainsi que les critères d'inclusion peuvent être trouvés dans la revue originale, dont un extrait et une image est ci-contre. Ce que nous avons fait pour évaluer donc l'intégration des notions de sexe et de genre dans ces études que nous avons inclus, nous avons évalué la bonne compréhension de ces notions, de ces termes, en décortiquant minutieusement les définitions qui ont été proposées par les IRC et par le NIH. Alors, de cette définition, il apparaissait 3 critères que nous avons estimés nécessaires à une utilisation correcte des notions de sexe et de genre. Le premier critère, c'était donc que le sexe et le genre étaient des variables non binaires. Le deuxième critère, c'était que le sexe et le genre avaient des catégories distinctes et appropriées pour les décrire. Et enfin, que le sexe et le genre, bien qu'étant des concepts interreliés, étaient non interchangeables. Il faut dire que les 2 premiers critères ont été évalués sur les études dans lesquelles le sexe et ou le genre ont été mentionnés, alors que le dernier a été évalué sur les études dans lesquelles le sexe, le genre et ou les termes associés, comme quand je parle des termes associés, exemple femelle, mâle, ainsi de suite, ont été mentionnés. Il faut dire que chaque critère est une variable à 3 catégories. Par exemple, pour le premier critère de non-binarité, c'est-à-dire nous avions 3 catégories. 1, utilisation binaire, utilisation non-binaire et enfin, utilisation pas claire. L'utilisation du sexe et ou du genre a été considérée comme correcte lorsque les 3 critères sont simultanément vérifiés. Alors, pour plus de détails, notre équipe a publié une étude sur l'utilisation convenable de cette terminologie dans l'intégration des notions de sexe et de genre, qui paraîtra donc après-demain, donc le 8. Donc, les références sont là, mais je donne mon consentement à date de donner la possibilité à toutes les personnes qui vous souhaiteraient me contacter pour que je puisse donc leur partager donc, cet article. C'est assez intéressant, je crois. Alors, ensuite, nous avons extrait les caractéristiques des études. Pour pouvoir donc faire ces analyses, nous avons extrait les caractéristiques donc, des études, à savoir auteur, année de publication, pays, l'efficacité des interventions. Nous avons extrait aussi si mention a été faite donc, des termes sexe, genre et des termes associés comme femelle, mâle, et ainsi de suite. Nous sommes allés voir si les auteurs ont rapporté le nombre, c'est-à-dire dans la description du sexe et du genre, est-ce qu'ils ont rapporté le nombre de catégories utilisées, ainsi que le type de catégories utilisées pour décrire chacune de ces variables, et comment ces catégories ainsi que les termes ont été utilisés pour décrire les attributs des participants à l'étude. Et pour l'analyse des données, ce que nous avons fait, nous avons décrit les variables en tenant compte donc de la mention du sexe et ou du genre, et des termes associés, et ensuite nous avons évalué chacun des critères, puis déduit donc l'utilisation, la proportion d'études qui avaient utilisé correctement donc les notions de sexe et de genre. Alors, comme résultat, qu'est-ce que nous avons observé? Nous avons observé sur les 87 études incluses dans l'analyse qualitative dont nous avons parlé, que nous avons retenu 5 portaient exclusivement sur le diabète. Il faut dire que le sexe et le genre, le sexe et le genre, ou les deux, d'accord, étaient mentionnés dans 2 tiers des études. Les termes associés les plus utilisés étaient, dans l'ensemble des études, étaient mâle et femelle, alors que lorsque nous portons notre attention particulièrement sur les études qui ont parlé du diabète en exclusivité, c'est d'abord mâle et puis femme. Alors, le terme garçon n'a jamais été mentionné dans aucune des études. Et enfin, il faut dire que le sexe, le genre ou le thème associé ont été mentionnés dans presque toutes les études lorsque nous parlons à l'échelle de l'ensemble des études considérées. Mais lorsque nous venons à l'échelle des études qui portaient exclusivement sur le diabète, c'est seulement 3 études sur 5.
Alors, ensuite, nous avons évalué les critères. Le critère 1, par exemple, de non-binarité du sexe ou du genre n'était observé dans aucune des études. Le critère 2, qui portait sur l'utilisation des catégories appropriées pour décrire le sexe ou le genre, ils ont été respectés plus pour le sexe que pour le genre dans l'ensemble des études, mais étaient invariablement respectés lorsqu'on portait exclusivement notre attention sur les études qui portaient sur le diabète. Le critère 3, quant à lui, il faut dire que c'est moins de 20%, donc disons environ 20%, on va dire peut-être comme ça pour être plus juste, ont utilisé le sexe et le genre de manière non interchangeable. Et au total, on se rend compte donc que aucune étude n'a correctement utilisé, selon notre définition, donc, la notion de sexe et de genre. Alors, de ces résultats, notre discussion nous expliquons le résultat autour essentiellement de 3 points. Le premier était que les notions de sexe et de genre restent encore récentes et un peu méconnues. Si beaucoup de travail est fait, beaucoup de recherches sont faites, il reste encore beaucoup à faire en termes de comment rapporter. C'est vrai qu'en 2016, le SAGER en a parlé, comment il faut rapporter, mais il faut dire que dans notre étude, les années de publication de l'étude, c'est de 1995 à 2017. Il y a environ 23% des études qui étaient après 2016 et et parmi eux aussi, on s'est rendu compte qu'en réalité, ils n'ont pas tenu compte des notions de sexe et de genre, ils n'ont pas rapporté tel que le SAGER peut-être l'aurait suggéré. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et le dernier critère, le dernier élément, c'est comment mesurer les variables sexe et surtout le genre. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de travail, c'est vrai, il y a beaucoup de travail à faire et ça s'en ressent donc dans l'étude que nous avons faite. Mais comme limite principale à cette étude, nous avons remarqué notre façon de définir le caractère binaire peut avoir sous-estimé la proportion réelle d'études ayant utilisé le sexe ou le genre de façon non binaire. Mais en conclusion, il faut dire que notre étude a suggéré que dans les interventions visant à l'adoption de la prise de décision partagée par les professionnels de la santé, l'intégration des notions de sexe et de genre n'est pas encore optimale. Et les interventions portant sur le diabète ne font pas exception donc à cette règle. La normalisation de la terminologie serait quand même un bon point de départ et pourrait rendre aussi compte du sexe et du genre dans les interventions d'implantation de la prise de décision partagée. Ben, je vous remercie pour votre attention et je remercie les membres de mon équipe. Je remercie ma superviseure, Dr. France Légaré, qui nous motive tout le temps à aller de l'avant. Ben, voilà un peu, je suis disponible pour répondre à votre question et n'hésitez surtout pas à me contacter pour ceux qui désirent avoir une copie de l'article qui paraîtra donc dans 2 jours, donc le jeudi ou le vendredi, me contacter pour pouvoir vous donner donc accès à cela. Je vous remercie. Alors, merci Lionel pour cette présentation. Donc, on n'a pas de questions, mais moi, j'en aurais peut-être une pour vous. Alors, est-ce que c'était vraiment très intéressant comme présentation et est-ce que vous voyez peut-être une collaboration future avec des patients partenaires pour de futures études de sexe et de genre? Est-ce que je peux parler? Je vais peut-être dire mon point de vue et mes collègues vont peut-être renchérir. Mais tu as abordé un point qui, je trouve, qui est aujourd'hui, c'est essentiel de faire des études avec toutes les parties prenantes et les patients partenaires jouent un rôle prépondérant. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la norme, mais je pense que ce qui serait bien, c'est que toutes les études, lorsque le besoin se fait sentir, quand c'est possible, d'inclure systématiquement des patients partenaires parce que leur point de vue du vécu de la maladie change toute la donne. Non seulement ça nous nourrit et ça nous met un visage sur les mots que nous lisons, mais aussi ce que ça permet de réellement réaliser l'ampleur du dégât, l'ampleur du mal
Ce que ça fait, c'est que nous pouvons dès lors concevoir de façon adéquate des interventions pour pouvoir répondre aux besoins de ceux qui vivent la condition. Et ça, je pense que pour moi, en matière de santé, c'est indispensable. Et tu vois, pour les hommes et les femmes, on ne vit pas la même chose. Donc, tu vois, avoir l'avis d'une femme qui vit, d'une personne partenaire qui vit la situation, avoir l'avis d'un homme qui vit la situation, par exemple le diabète, les complications sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Donc, oublier cet aspect, c'est en fait ne pas faire des interventions efficaces. Pour moi, c'est impératif que les patients partenaires doivent être associés à ces recherches, surtout en matière, lorsqu'on parle du diabète, c'est indéniable. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Et ça conclut notre webinaire. Alors, un grand merci aux présentateurs et à vous tous pour avoir été présents avec nous aujourd'hui. Cela conclut ce webinaire et on se redonne rendez-vous dans 2 semaines.